Mesdames et messieurs, nous avons l'invité du matin, l'invité dans 54, bonjour. C'est l'honorable Patriarche Leola. Patriarche Leola, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'accepter l'invitation des Télé 50. Ce n'est pas toujours facile de se réveiller le matin, très tôt matin, et surtout quand on est en vacances parlementaires. Oui, il est de notre devoir de répondre aux obligations pour servir la République et en particulier notre population. Parce que la question, une fois qu'on est invité, on ne vient pas pour nous-mêmes, mais nous venons pour répondre à des questions qui touchent à la vie de la République. Après la levée de l'état d'urgence, les enfants ont repris le chemin de l'école, du moins pour les classes terminales. Aujourd'hui, après quelques semaines, pensez-vous que ça avance bien? Oui, vraiment, il est de notre devoir de jeter des fleurs au président de la République ainsi qu'au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, sans pour autant oublier les amis de l'enseignement supérieur parce qu'il n'a pas été facile. Les gens pensaient déjà une année blanche et le président de la République a pris la chose en main et lui-même s'est déplacé pour donner le go en vue de la poursuite et la clôture des enseignements de cette année. C'est ce que nous tenons à féliciter parce que le fait que lui-même a accepté de se déplacer de son bureau, de sa résidence pour aller jusqu'à l'école. Ici, je parle spécialement à Limete et à Gombe ici, au niveau des écoles secondaires. Vraiment, ça nous a donné l'émulation et la détermination que cette année va s'achever. Et de l'autre côté, nous félicitons aussi les syndicats. Ces syndicats qui ont accepté, qui s'est disposé pour servir la République parce que les syndicats ici, à travers eux, je vois les enseignants qui ont dit de sublimer tout ce qui est devant comme les exigences et servir la République pour clôturer l'année. Vraiment, ici, nous félicitons aussi tous les enseignants qui ont accepté de reprendre la poursuite des activités scolaires en vue de passer les examens et accorder les titres aux enfants. Mais du moins, cette rentrée d'école n'a pas été de tout calme. On a vu les syndicalistes en manifester, être reçus même par les chefs de l'État. Est-ce que leurs revendications ont trouvé gain de cause? Trouver gain de cause, ce qui est important pour nous, ce n'est pas pour rien qu'on les félicite, c'est le fait qu'aujourd'hui, les classes fonctionnent. Et c'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes unanimement d'accord qu'à la fin de ce mois, les classes vont se fermer et au début de l'année, du mois prochain, nous avons les examens d'État qui sont déjà aujourd'hui au niveau des centres de passation. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Ils ont eu des revendications, mais je ne saurais pas à dire si toutes ces revendications sont nobles parce qu'on doit aussi tenir compte des autres paramètres. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'ils ont été reçus par le président de la République et comme il est garant du bon fonctionnement des institutions, nous disons que la suite sera bonne. La suite sera bonne. Et nous avons cette information de la création des divisions et sous-divisions à l'EPEST. Et ça crée une sorte de polémique. Quelle est votre appréhension? Vous êtes très, très informé à la matière. Bon, ici, à cette question où, durant cette session, c'est-à-dire notre entretien, j'interviens non seulement comme député national, mais j'interviens aussi comme quelqu'un qui a une bonne information, une maîtrise dans les domaines de l'enseignement. En effet, je suis chef de travaux, licencié en pédagogie appliquée en latin français. Là, j'ai quand même quelques informations ou des précisions apportées sur la matière. La création de nouvelles divisions
ou des sous-divisions en termes techniques qu'on appelle bureaux gestionnaires, peuvent poser des problèmes tout simplement à l'entendement des gens qui sont très très mal informés. Parce que si vous scrutez l'histoire de notre enseignement et l'évolution des bureaux gestionnaires, vous allez constater qu'à une période de 5 à 10 ans, il y a toujours la création des bureaux gestionnaires. Et la création des bureaux gestionnaires ici est fonction de la démographie de notre pays. Aussi longtemps que nous avons des nouvelles naissances, et ces nouvelles naissances sont soumises à la gratuité scolaire, sont soumises à la scolarisation. Est-ce qu'on va les maintenir dans les mêmes salles de classe ou dans les mêmes écoles? Non. Je vais même illustrer un exemple. Aujourd'hui, à Kinshasa... Il faut créer d'autres écoles. Oui. Étant donné qu'il y a la création, il y a eu la décentralisation, donc à ce jour... J'y arrive parce que au départ, si nous prenons la première configuration, nous avions une province éducationnelle, Kinshasa dans son ensemble. Et si nous prenons chez nous, une province éducationnelle, le Grand Équateur. À ce moment, on avait combien d'écoles qui étaient reconnues par l'État? Parce que les gens confondent les choses. Je peux vous citer, quand je prends l'exemple de mon territoire, Bokungu, je prends le territoire voisin Bwende, je prends un autre territoire, Djol, ainsi de suite. On n'avait pas plus de 20 écoles secondaires, si je prends l'année 90. Il n'y avait pas. Et l'an 2000, nous sommes déjà à plus de 40 écoles secondaires qui organisent les examens d'État. Et quand vous prenez 40 par territoire, ça fait combien dans l'ancienne configuration? Les districts et actuellement la province. Et si nous prenons actuellement, nous avons combien d'écoles secondaires, principalement à Bokungu? C'est plus de 100 écoles. Et un territoire qui a plus de 100 écoles secondaires, il y aura combien d'écoles primaires et maternelles? Et si vous faites fois 7, parce que nous avons 6 territoires avec l'entité ville Bwende comme 8. Et en dehors de ça, si vous prenez la superficie, la Tchouapa en elle-même, c'est plus vaste que la Guinée équatoriale, que le Togo. Il y a plusieurs pays qui sont moins vastes que la Tchouapa. Et qu'une province de 132 000 km², vous pouvez avoir la prétention de la diriger sur le domaine de la décentralisation à travers une division éducationnelle. Et un grand problème, c'est les infrastructures. Les routes sont quasiment inexistantes. Et que vous avez les gens qui sont à Bwende. La dernière école, quand je prends le territoire d'Ikela, c'est vers Ikomalo, qui c'est 950 km de Bwende. Et si vous allez à Djol, c'est 850 km de Bwende. Où est la décentralisation? Et comme on n'a pas de route, c'est très difficile pour que ceux qui ont la charge de l'inspection, il n'y a seulement pas les inspecteurs, mais il y a aussi les prophètes et les sous-prophètes de se mouvoir. Ici, je vais vous dire, il n'y a aucun prophète, pour ne pas parler de l'ancien cas du Grand Équateur, de l'actuel Tchouapa, qui a sillonné les fins fonds de notre province, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Et ensuite, quand vous prenez 120 et quelques mille kilomètres carrés, est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre gérer les pays tels que Togo avec une province éducationnelle? Un pays. Mais vous allez trouver que le Togo, qui est 4 fois moins petite que la Tchouapa, qui a un ministère avec les divisions. Parce que j'ai suivi quelqu'un qui disait, il avait contacté un expert qui lui avait dit qu'on peut gérer la République démocratique du Congo à travers
25 divisions éducationnelles. Ça, c'est faux. Par quel moyen? Et comment? Parce que 25, là, c'est, vous allez même supprimer une province. Et comment est-ce que vous allez le faire? Et les conséquences, c'est quoi? Les autres, surtout nous, des arrière-pays, on restera oubliés. Comment pouvez-vous estimer qu'un enseignant qui est dans la salle de classe, il retient dans sa tête que le sous-prophète ou un inspecteur ne sera jamais dans sa salle de classe? Quel travail va-t-il faire? Donc, alors, vous militez aujourd'hui qui est la création de plusieurs divisions dans le but de la création, oui, la création. Quelle est l'utilité des divisions? La création, c'est pour corroborer à la décentralisation. Okay. C'est ça. Parce que ici aussi, il faut aussi tenir compte des aspects politiques. Kinshasa seulement, il y a 2 mois passés, Kinshasa avait 4 provinces éducationnelles. Kinshasa qui n'a que 9000 km² seulement. Et nous, avec 100 et quelques 1000 km², où on n'a pas de route, et il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'élèves, vous nous condamnez à rester avec une division. C'est pour quelle administration? C'est pour quelle administration? Et ici, cette décentralisation vient pour booster l'éducation et la gratuité, parce que ça va permettre aux gestionnaires de bien saisir l'occasion d'arriver dans des recoins de leur juridiction et pouvoir passer la chose publique. Donc, il n'y a rien à condamner sur la prise des arrêtés. Parce qu'aujourd'hui, moi qui vous parle, chez nous, moi je suis de la Tchouapa, avec les 6 territoires et la ville-province et la ville de Bwende. Aujourd'hui, nous avons une deuxième division qui s'occupe des 3 territoires. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons une superficie de 127 000 km². On n'a pas de moyens de transport, les routes n'existent pas. Comment est-ce que vous allez assurer la supervision? S'il n'y a pas de moyens de transport, comment ces divisions vont fonctionner? Vont fonctionner, écoutez, parce qu'aujourd'hui, comme nous avons la nouvelle division de Tchouapadé à Bokongo, les gens qui devaient effectuer 850 km, 900 km pour aller à Bwende, on a ramené ça à 300 à 400. Et aujourd'hui, même la sous-division de Bokongo qui était 10 années passées, une seule sous-division, les enseignants, pour chercher la mécanisation, effectuaient plus de 250-300 km à pied. Et qu'aujourd'hui, si on ramène ces enseignants pour qu'ils puissent faire 50 km, vous dites que ce n'est pas une mesure sanitaire. Peut-être on n'a pas l'information ou on n'aime pas les pays. Non. Non. Donc, pour les arrêter, pour les divisions, les nouvelles sous-divisions, vraiment, ce sont les bienvenus pour la République et pour l'éducation, parce que ça va aider à la gratuité. Ça ne vient pas tuer la gratuité. Parce que quand la sous-division va au fin du territoire, à ce moment, il y a aussi les écoles qui vont s'ajouter pour permettre aux enfants qui sont là de ne plus être analphabètes, mais d'être alphabétisés. Ouais, voilà. C'est bien. Vous expliquez que la création des divisions et sous-divisions va permettre la proximité avec les enseignants qui devront voir leur administration rapprochée. Qu'en est-il de ces faux arrêtés qu'on parle tant? Les faux arrêtés existent. Même pour toute personne qui est passée par les inhumanités normales, dans la branche de l'histoire, la critique de crédibilité. C'est là où on parle de l'originalité, l'authenticité, ainsi de suite. Les faux arrêtés, ce sont les arrêtés qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas originaux, c'est-à-dire qui n'ont pas d'originalité. Ce sont les arrêtés qui ont échappé à la signature du ministre et qui n'ont pas suivi les circuits normaux, c'est-à-dire la alors signature, dans les secteurs de l'EPST, il y en a beaucoup. Écoutez, la signature du ministre, les numéros du secrétariat de son cabinet et la notification du secrétaire général. Ce sont des faux arrêtés. À ce moment, ce sont des arrêtés qui, parce qu'on est au Congo, quelqu'un peut s'arroger le pouvoir de servir les autres
il prend un arrêté qui n'est pas conforme au ministère, il va donner à d'autres personnes pour faire fonctionner leurs écoles. Mais à côté de cela, nous avons un arrêté qui est vrai, mais qui s'étend sur une ou sur 20 écoles. Mais à côté de cela, on vient greffer peut-être 5 ou 50 écoles. C'est ainsi que ces 50 ou 5 écoles qui viennent se greffer constituent un faux arrêté. Et ça, et les faux arrêtés là reviennent à la charge de qui? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Alors, ok. Alors, c'est une sorte de cabale bien montée pour créer des écoles à l'insu du ministre. Oui, mais vous savez, l'école a fait beaucoup d'argent. Ici même, j'avais dit, avec la gratuité, ça va même demander à ce qu'il y ait beaucoup de disputes, aussi même des victimes humaines, parce que les gens amassaient beaucoup d'argent dans les écoles. Et à ce moment, comme vous savez, le ministre national, c'est une grande personnalité, ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'aller le voir. Et que comme c'est difficile pour voir les ministres, alors les Congolais aiment la facilité, il va trouver quelqu'un qui peut lui donner une lettre, ici c'est un arrêté, pouvant lui permettre à fonctionner et faire l'argent. C'est ça. Et à la suite, il faudra que le ministère puisse lancer sur le terrain. Les inspecteurs, oui, que font les inspecteurs? C'est une structure de l'État. Le ministère, c'est une structure. Et parce qu'une structure, c'est une organisation. C'est pourquoi on est arrivé à déceler les faux arrêtés. C'est-à-dire les inspecteurs et les services du ministère sont tombés d'accord pour détecter qu'il y a d'autres arrêtés qui fonctionnent sans qu'ils ne soient les vrais arrêtés. Ce n'est pas les services extérieurs du ministère qui ont détecté ça. Ce sont les services de l'État qui ont approuvé qu'il y a les faux arrêtés et il y a aussi un problème à ce niveau. L'école existe. Si nous prenons le cas des écoles publiques, avec un faux arrêté, tout simplement pourquoi? Vous savez, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile pour rencontrer un ministre ici. Et que vous avez quelqu'un qui est soit à Bibois, soit à Maluku, même ici à Gombe, pour avoir clarté, ce n'est pas facile. Alors pour lui, ce qu'il faut, c'est trouver cette couverture qu'on appelle arrêter pour qu'il puisse fonctionner, qu'il soit mauvais ou bon, vrai ou faux, lui fonctionne. Et à ce moment, il se pose beaucoup de problèmes. Mais comme le service est bien organisé, les inspecteurs, il y a CECOP et les cabinets du ministre descendent dans des écoles. C'est à ce moment qu'on a détecté, il y a les faux arrêtés, mais je parlais des écoles publiques. Aujourd'hui, il faut que tout enfant soit à l'école pour qu'il puisse savoir à lire et écrire. Si nous constatons que cette école fonctionne avec un faux arrêté, quel est le rôle de l'État pour cette école? C'est ça aussi une question qu'on oublie. Il faudra fermer ces écoles. Vous fermez et vous mettrez ces enfants où? C'est ça la question. Parce que vous fermez pour nous. Pour moi, personnellement, c'est régulariser. Parce que c'est une école publique. Sauf si c'est une école privée, à ce moment, on ferme, on prend les enfants, on les met. Parce que quand vous prenez, vous considérez l'exiguïté de nos salles de classe. Même s'il y a des grandes salles de classe, mais ils ne peuvent pas contenir les enfants qui vont provenir des autres écoles. Alors, c'est bien de le dire parce que nous avons vu des écoles pulluler. Hein, la maison devient une école, quelqu'un se réveille, construit l'école sans respecter les conditions sanitaires, l'espace de jeu, les enfants n'ont pas d'espace de jeu. Vous revenez à ce que j'ai dit parce que l'école rapporte beaucoup. Ici, je peux rentrer même au passé, rapportait beaucoup d'argent avant la gratuité. Parce que c'était la voie la plus rapide avec beaucoup de célérité pour trouver de l'argent. Parce que pour une famille, la priorité c'est scolariser les enfants. Et lorsque les Congolais ont compris que voilà, il y a un marché qui paye rapidement, c'est ainsi que vous avez vu ces écoles piler les jours et nuits.
Mais actuellement, avec la gratuité, les écoles construites à cet instant sont en train de se fermer. Alors, pour tous ceux qui ont créé des écoles officielles avec des fausses arrêtés, alors, ces nouvelles unités vont encore être à la charge du ministère de l'EPST. On va encore dire qu'ils n'ont pas été mécanisés. Alors, en tout cas, c'est la boîte à Pandore. Hein. Oui, mais le problème des nouvelles unités, vous savez, Crispin, il y a à boire et à manger. Ici, chez vous, à Kinshasa, on engage un enseignant aujourd'hui, après un mois, 2 mois, il a son salaire. Moi, je vous dis, j'ai des écoles, je peux les citer ici. Alors que moi, j'étais au primaire, cette école existait, jusqu'alors, cette école n'est pas encore reconnue par l'État. Ici, je vais rappeler, pourquoi ça? Parce qu'à un moment donné, il y a plus de 15-20 ans, le secrétariat, c'était une approche technique. On a dit, au lieu de commencer à créer les écoles par les arrêtés, il faudrait que, parce que l'école c'est décentralisé, il faudrait que les structures décentralisées puissent d'abord faire exister l'école. C'est ce qu'on appelle chez nous les écoles de promotion scolaire. On trouve une entité, un endroit où on peut ériger l'école. L'école commence à fonctionner et après un moment donné, les rapports remontent jusqu'à Kinshasa. Mais je vous dis, pour que ces rapports remontent, si je prends le cas de chez moi, à Bokungu ou à Djol ou à Ikela, pour arriver à Kinshasa, c'est plus de 30 ans, ces rapports. C'est ainsi que les élèves de ces écoles, aujourd'hui, ils sont gradués, ils sont licenciés, mais les écoles où ces élèves sont passés n'est pas reconnu par l'État. Je reviens sur le problème des nouvelles unités. Le problème des nouvelles unités, c'est un problème très, très épineux. Je vais vous le dire parce que lorsque on déploie les missions ici pour aller à l'intérieur, vous, tel que vous êtes habitué avec vos climatisations et ainsi de suite, vous allez vous arrêter parfois à Bwende. Et si vous êtes à Bokungu, c'est au centre de Bokungu, vous n'irez pas à 250-280 km. Moi, je vais vous dire, le problème des nouvelles unités, pour couper court, qu'on prenne d'abord en charge ceux qui sont là. Parce qu'en les prenant en charge, chez nous, il reste encore un grand nombre. Comme je vous disais là, nous n'avons pas de statistiques fiables. Comme aujourd'hui, on est incapable de chiffrer le nombre de notre population, nous sommes aussi incapables de chiffrer le nombre d'enseignants au Congo parce que, vous savez, avec la gratuité, l'État prend la charge, surtout pour l'éducation de base. Alors, ici, si nous prenons notre constitution, excusez, c'est la charge de l'école primaire. Une école qui n'est pas privée. Parce que la gratuité a une source juridique, c'est la constitution. L'école, les parents s'organisent, l'école existe, les enfants étudient, et c'est une école publique, malgré qu'il n'y a pas d'arrêté. Automatiquement, cette école, c'est l'école de l'État. Et si vous consultez les bailleurs qui donnent cet argent, pour eux, c'est de payer, de prendre toutes ces écoles. Mais parce que nous sommes un État, au niveau des ministères, ce sont les services techniques qui viennent pour dire, voilà, commençons par ici, pour aboutir par là. Mais nous disons, le problème des nouvelles unités est criant, parce qu'il y a des gens comme chez nous, quelqu'un qui a travaillé pendant, j'ai un ami, qui a travaillé pendant plus de 20 ans, 25 ans dans l'enseignement, on l'appelle nouvelle unité, tout simplement parce qu'il n'est pas mécanisé, il n'est pas payé. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre d'abord en charge la première partie dont l'identification venait d'être faite par leur commission-là et voir comment on peut aborder les choses dans les jours qui suivent. Mais la nouvelle technologie nous permet aujourd'hui de pouvoir bien ficher les choses. Pourquoi ne pas créer des fichiers pour les enseignants? Chaque année, nous avons autant d'enseignants en RDC, il y a autant qui sont décédés, il y a autant qui se sont ajoutés. La technologie existe. Mais je vous parlais ici des difficultés que nous avons. La nouvelle technologie, vous qui avez la maîtrise de cette nouvelle technologie, je prends le cas des ministères de la Santé. On venait de déployer les gens jusque chez nous, mais ces gens n'arrivent pas là où ils sont envoyés. Ils doivent chercher un hôtel qui leur convient et ils arrêtent le travail là. C'est ça. Alors, s'il faut décentraliser la responsabilité, c'est à ce moment qu'on va réussir. On demande
à la sous-division, à chaque sous-division, de recenser tout ce qui existe comme établissement d'enseignement primaire et ainsi de suite, c'est ce qui peut nous aider à gagner le temps. Mais il y a aussi un problème, l'égoïsme des enseignants. Ceux qui sont déjà dans les fichiers pourraient, parce qu'ils pensent, comme on dit, il y a les fonds des bailleurs, et il y a aussi la volonté du gouvernement de pouvoir ajouter les salaires. Pour eux, il faut fermer la porte et que les retombées soient partagées entre ceux qui sont déjà dans la maison. Mais le problème, pour nous, tous ces milliers d'enseignants qui, depuis des dizaines d'années, enseignent et ne sont pas reconnus et ne sont pas payés. Ils vont-ils continuer à rester comme ça? Voilà les problèmes qui nous déchirent maintenant. Voilà, les pays augmentent en nombre les écoles, mais il faudra aussi les payer. Je me rappelle de l'histoire de Mboudi. On parle toujours des premier palier, deuxième palier, les écoles, la gratuité aujourd'hui. On peut penser que la gratuité a ramené un tutu à la baisse le niveau de l'éducation, parce que ces enfants qui partent à l'école, les enseignants qui étaient payés 500 doivent avoir 250, surtout dans les écoles catholiques. Un peu, on en sentit un peu laisser aller. Hein? Moi, j'aimerais que une autre émission soit organisée pour qu'on parle de la gratuité. Mais par rapport au deuxième palier, je crois l'avoir dit la fois précédente, nous sommes un pays et il y a une organisation bien structurée, mais ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? Le palier est là, c'est la promesse du gouvernement. Mais aller au deuxième palier, est-ce que les moyens sont-ils disponibles? Si c'est oui, on doit y aller. Mais si c'est non, c'est un problème. Parce que on s'approche de la session budgétaire et ensuite, moi je souligne, on ne peut pas laisser l'éducation de nos enfants à la charge des bailleurs extérieurs. Et là, c'est aussi hypothéquer même l'avenir de toute une nation. L'éducation nationale, l'éducation de nos enfants doit être prise en charge par nous-mêmes. Et par là, il faudrait multiplier la politique budgétaire pour accroître nos recettes, ainsi de suite. Vous allez vous rappeler, cette gratuité, après les indépendances, existait. Mais vers les années 68-69, Mobutu avait bloqué. Ce n'était pas par mauvaise volonté, tout simplement parce qu'il y avait l'augmentation des salles de classe, par conséquent, aussi l'augmentation des enseignants et la prise en charge devait coûter. C'est ainsi qu'il avait anticipé à suspendre. Alors, quand les gens pensent que la gratuité c'est une solution absolue sans que nous puissions donner notre partition, ça va bloquer la République. Donc, ce qu'il faut, c'est diversifier l'économie, produire beaucoup et pouvoir bien penser à cette gratuité. Parce que même à ceux-là qui nous imposent, parce que la gratuité ne vient pas de notre volonté, c'est une imposition extérieure. Chez eux, il y a la gratuité, mais quand vous prenez tout simplement les allocations familiales, c'est ce qu'ils appellent là, quand vous prenez tout ce que les parents prennent pour que l'enfant soit scolarisé. Par exemple, comme en France, l'allocation familiale au niveau du primaire, c'est $800 pour acheter tout ce que l'enfant doit accompagner pour aller à l'école. Parce que là, il faut ordinateur, et ainsi de suite. Tout ça coûte $800. C'est la famille qui débrousse cet argent. Et c'est pour cela qu'on ne parle pas de la gratuité en France. On dit l'école primaire est gratuite en France, mais les allocations familiales vont jusqu'à $800. Aux États-Unis, c'est de 600 à $1000. Mais ici, chez nous, nous disons rien, les parents ne peuvent rien faire. C'est là le problème. C'est pourquoi il faudrait repenser le système de notre éducation. Merci beaucoup, Patriarche Lola, député national, et lui de Bokungu. Les derniers mots. Les derniers mots de la fin. Les derniers mots de l'affaire. Nous demandons au gouvernement de payer les nouvelles unités. Qu'ils soient payés et que de continuer à recenser ces écoles
qui existent et qui jusqu'alors ne sont pas reconnus. Mais pour la population de Bokungu, je dis ceci. C'est samedi, l'honorable Guy Luando-Mboyo, sénateur, qui est fondateur et président de Widal Investment, il sera à Bwende. Mardi, mercredi, il sera à Bokungu, un peu en Lingala, pour na Bokungu, na Sengi, na Bana Yamboka. Bayebi couleur na biso. Ba mama ya lefoma monje, bofalanga bana ya centre ya Bokungu, tozalaka na rouge. Et sengeli caméra ya sénateur, ba journaliste ngonga bazo basculer yango ekende poto ezonga na télé 50 ekende wapi mukolo wana boy na Bokungu rouge eyindisa balabala. Et tosengi na mutu nyoso mwana muki abeta kambonda bakolo pe babinaka mutu na mutu azana tour na ye ezangonga ya Guy Luando botika ye akende wana biso nde tolobi manda na bino bopesa ki biso yango pe totiki yango mukolazo koma na Bokungu. Je sais que ekozala somo mais rouge et le kaibele Bwende bazala en ligne eza nango bongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le sénateur Guy Luando, qui a été reçu dans l'émission Fauteuil Blanc avec Jean-Marie Kassamba, il va se rendre à Bwende, à Bwende, c'est samedi. Vous serez dans la délégation? Non, moi je suis encore là, coincé par la crise de Corona, ainsi de suite. Et lui bon, il se rend en vacances. C'est un grand monsieur, un homme de business, il est un grand avocat. Il sait comment il peut s'arranger, mais les voyages c'est plus essentiellement dans le cadre de Widal Investment. C'est là où il va pour inspecter comment il peut nous appuyer, comme nous avons déjà un bureau de l'Assemblée provinciale. À Bokungu, il y aura les bureaux de territoire, il y aura des écoles, ainsi de suite. C'est pourquoi nous l'accompagnons. Voilà. Nous l'accompagnons. D'où cet appel à toute votre base de soutenir. La population est déjà là. La population est déjà debout, unie comme un seul homme pour accompagner ces jeunes gens qui est comme notre miroir. Merci beaucoup, honorable Patriarche Lola, d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Mesdames et messieurs, c'en est donc fini avec ce programme matinal 50 bonjour qui a commencé avec Escale sur le net, 5 questions culture. Et nous avons aussi parlé l'invité du matin avec Patriarche Lola qui a abordé la problématique des défis dans le secteur de l'éducation dans notre pays, la République démocratique du Congo. Restez branchés sur votre chaîne Télé 50. Je vous retrouve demain à 18h sur votre chaîne avec le programme Vespéral Kinshasa direct. Pendant ce temps, restez en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.